Bonjour, bienvenue au chapitre 5 du MOOC Management de projet qui prépare la certification PMP. Ce chapitre 5 porte sur la gestion de l'échéancier. Les objectifs du chapitre consistent à comprendre les outils de base, l'échéancier, le Gantt, le réseau de tâches, un certain nombre d'outils. Identifier les termes clés, décrire les différents processus et maîtriser les différentes techniques d'analyse des échéanciers. Nous sommes dans la matrice globale des 49 processus sur un domaine de connaissances qui regroupe beaucoup de processus de planification et un seul processus de maîtrise. Nous n'avons pas de processus durant l'initialisation, ni l'exécution, ni la clôture. Ce domaine de connaissances permet de gérer l'achèvement du projet dans les temps voulus. Pour cela, il va falloir maîtriser un certain nombre d'activités clés. La première activité consiste à identifier l'ensemble des tâches ou des activités nécessaires pour réaliser les travaux du projet. La deuxième consiste à estimer le temps. La troisième consiste à séquencer, établir un ordre de séquencement de l'ensemble de ces activités selon une chronologie bien établie. Nous avons deux façons de présenter l'échéancier, soit un échéancier de masse, dans lequel on reprend les grandes lignes de projet, soit un échéancier détaillé sous forme d'un diagramme de Gantt, dans lequel on va mettre toutes les activités détaillées et même les périodes de temps qui sont beaucoup plus précises comme les semaines. Contrairement à un échéancier sommaire dans lequel on ne met pas de période courte de temps, on est sur des semestres ou des trimestres et uniquement sur les grandes lignes des activités. Sur les deux, on parle de diagramme à barres, mais un diagramme à barres qui est sommaire sera plus utilisé pour communiquer avec les autres parties prenantes. Un diagramme à barres qui est le diagramme de Gantt détaillé qui sera plus utilisé pour communiquer avec l'équipe du projet. Nous passons maintenant à la description des processus. Le premier processus consiste à planifier le management de l'échéancier, qui est également un processus méthodologique. Ce processus-là permettra d'établir les politiques internes, les procédures, documenter la planification, le développement, la gestion, l'exécution et la maîtrise de l'échéancier du projet. Pour cela, nous avons besoin d'un certain nombre d'inputs. Le plan de management de projet, la charte du projet, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Le plan de management de l'échéancier permet par exemple d'établir des éléments suivants. Développement du modèle de l'échéancier du projet, la méthodologie de planification et l'outil de planification à utiliser pour l'élaboration des modèles de l'échéancier du projet qui peuvent être spécifiés. Le niveau de la précision de la fourchette acceptable permettant éventuellement de valider ce plan de management de l'échéancier. Nous basons sur trois techniques de base, le jugement d'expert, les réunions et les techniques analytiques. L'output principal serait le plan de gestion du projet qui est un plan subsidiaire par rapport à l'ensemble du plan de management de projet. Deuxième processus de planification dans ces thématiques, c'est définir les activités. En quoi consiste la définition des activités? C'est une identification et une documentation des actions spécifiques à entreprendre pour produire les livrables du projet. Pour cela, nous devons nous baser sur 4 inputs, toujours le plan de management de l'échéancier, les références de base de contenu, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels que nous retrouvons assez souvent dans l'ensemble des processus. Les outils techniques, principale technique, c'est la décomposition et on parle également de la planification par vague. Celle-ci, elle est spécifique. C'est quoi une planification par vague? C'est une technique de planification itérative, selon laquelle les travaux à réaliser à court terme sont planifiés en détail, tandis que les travaux à réaliser à long terme le sont à un niveau moins détaillé parce qu'on est dans l'ambiguïté, on n'est pas encore dans la maîtrise totale du niveau de détail de ces activités-là. Puis également, pour la simple raison, c'est que plus on avance dans l'horizon du temps, plus le niveau d'incertitude augmente. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de détailler de manière très avancée des activités qui vont se dérouler dans un horizon de temps un peu éloigné. Les composants de chaque activité évoluent dans le temps au cours des étapes initiales du projet. Le jugement d'expert fait partie également des outils nécessaires pour réaliser ce processus parce qu'on est dans une logique un peu prédictive et pour pouvoir
prétendre ce qui devrait être réalisé comme activité, il va falloir faire appel à des experts qui ont déjà travaillé dans des projets similaires. Les 3 outputs que nous allons devoir établir dans ce projet, c'est la liste des activités, les attributs des activités à la liste des jalons. Ça veut dire quoi la liste des jalons? Un jalon, c'est tout simplement un événement important qui va nous permettre de marquer les moments phares dans un projet. Par exemple, je peux avoir un ensemble d'activités et boum, j'ai un jalon qui dit fin des grosses œuvres, par exemple. Là, on parle d'un jalon, on ne parle pas d'une activité. Mais toutes les activités qui précèdent sont des activités qui permettent d'arriver justement à ce jalon qui est la fin des grosses œuvres. Processus suivant, c'est organiser les activités en séquence. C'est un processus qui permet d'identifier et documenter les relations qui relient les différentes activités du projet. Il définit la séquence logique du travail pour obtenir l'efficacité maximale compte tenu de toutes les contraintes du projet. On se base ici sur 7 inputs. On se base sur 4 outils et techniques, dont la technique de méthode des antécédents, la détermination des dépendances, les décalages avec avance et retard, et éventuellement se baser sur un système d'information spécifique au management de projet. Nous allons détailler ces techniques cette fois-ci parce que ce sont des techniques spécifiques à la gestion de l'échéancier et nous allons les voir une à une dans les slides qui suivent. Commençons par la méthode des antécédents. Si on examine cet exemple, nous allons voir que par exemple, nous avons une activité qui s'appelle faire cuire le cake et nous allons devoir servir un certain nombre de tables, supposons que nous avons 50 cakes à sortir. En même temps, le cake doit être accompagné de glace. Bien, première activité qui est faire le cake pourrait se faire en parallèle avec une deuxième activité qui est préparer le glace parce que ce sont des activités qui n'ont pas de lien de dépendance fin-début. Par contre, si on n'a pas encore commencé à préparer les cakes, ça ne sert à rien de commencer à préparer les glaces parce que les deux vont ensemble. Le type de lien dans ce cas-là serait un lien de type début à début. Le déclenchement de début de la cuisson des cakes pourrait déclencher le début de la préparation des glaces. Par contre, décorer les cakes ne peut se faire qu'une fois on a fini la cuisson. Donc, le type de lien qui existe ici, c'est un lien de type fin-début. Si on arrive maintenant à la livraison, on ne va pas attendre de finir la décoration de tous les cakes pour commencer la livraison. Donc, on pourrait éventuellement commencer à livrer chaque cake qui a été décoré. Et pour cela, nous allons entamer la livraison un petit peu en décalage par rapport à la décoration, mais l'essentiel, c'est qu'on va arriver pratiquement à la même fin. Quand on aura fini de décorer, ça marquera la fin de la livraison des cakes. Donc ça, c'est un lien de type fin à fin. Nous avons maintenant un lien particulier qui est début à fin, qui est très rarement utilisé, mais imaginons que vous avez entamé la livraison. Il faut que la facturation soit préparée bien avant pour que la fin de la facturation correspondrait au début de la livraison. Donc, c'est un type de lien qui est début à fin. Ça, c'est la méthode des antécédents. Elle est essentielle pour pouvoir ordonnancer vos activités. Deuxième technique, c'est la détermination des dépendances. On parle de plusieurs types de dépendances. Les plus importants, ce sont des dépendances obligatoires et les dépendances externes. Nous avons ici un exemple d'un réseau de tâches ou d'activités. Nous avons 2 tâches, une qui s'appelle installer des goulottes et l'autre qui s'appelle acheter du câble réseau. Ce sont des tâches qui ne sont pas interdépendantes. Ce sont des tâches qui peuvent se faire en parallèle. Par contre, câbler le réseau, elle dépend de la fin des deux précédentes tâches, installer les goulottes et acheter le câble réseau. Cette dépendance-là, on va la qualifier de dépendance obligatoire. Tant qu'on n'a pas fini d'installer les goulottes, on ne peut pas commencer à câbler le réseau. Par contre, nous avons 2 activités, recevoir la fourniture réseau et tester le réseau. Ces 2 activités-là, ils sont liés par une dépendance externe parce que la fourniture provient d'un prestataire extérieur et je n'ai aucune maîtrise
de ces activités-là parce qu'ils sont externes. La dépendance est qualifiée d'une dépendance externe. Troisième technique à maîtriser, c'est la technique de décalage, soit avec avance, soit avec retard. Qu'est-ce que ça signifie? On parle ici de retarder une activité par rapport à sa prédécesseur. Quand on parle, par exemple, d'une activité, par exemple, prenons la peinture d'un mur qui devrait se terminer après 2 jours de travaux, et on a une activité qui s'appelle décorer le mur, qui va se faire par un autre intervenant. Eh bien, décorer le mur ne peut pas être tout de suite après la fin de la peinture, parce qu'il y a un temps de séchage qui s'impose. Et pour cela, il va falloir rajouter, même si le lien, c'est un lien fin-début, mais on ne va pas l'énoncer de cette manière. On ne va pas dire la fin de la peinture elle correspond au début de la décoration. Non, il va falloir laisser le temps de séchage. Ce temps-là, on va l'appeler un décalage avec retard. Si le séchage nécessite 2 jours, eh bien, il va falloir retarder l'activité suivante de 2 jours. Deuxième exemple, on va voir le décalage avec avance. Si nous avons une salle machine à installer, nous avons des ordinateurs à installer et puis une configuration nécessaire, ce sont 2 activités qui normalement devraient être liées par un lien fin-début, mais on ne va pas attendre d'installer tous les ordinateurs pour commencer la configuration. Eh bien, on peut avancer la configuration quand on arrive à la moitié de la salle. Quand on arrive à installer la moitié des ordinateurs, on pourrait entamer la configuration des ordinateurs, qui pourrait se faire d'ailleurs par 2 intervenants différents. Ça, c'est un décalage avec avance. Nous passons maintenant au processus estimer la durée des activités. Ce processus-là consiste à estimer le nombre de périodes de travail. Ça peut être les jours, ou les semaines, ou les mois, dépendamment de l'ampleur du projet. En tout cas, les périodes requises pour accomplir chacune des activités avec les ressources estimées. Donc, quand on va estimer le temps nécessaire pour réaliser une activité, il ne faut pas perdre de l'esprit que cela doit se faire au regard des ressources dont on dispose. Si je dois développer un module informatique, si je ne dispose que d'un seul programmeur, il va falloir que j'estime le temps de développement par rapport à ma capacité qui est d'un seul programmeur. Mais si je dispose de 3 programmeurs, eh bien l'estimation va être beaucoup plus courte. Pour cela, il va falloir mobiliser un ensemble de données. Ces données peuvent provenir de différents inputs qui pourraient être le plan de management de l'échéancier, la liste des activités, les attributs des activités, et j'en passe. Vous avez 10 inputs à mobiliser pour pouvoir estimer le temps. Les techniques, maintenant, c'est le jugement d'expert, parce que pour pouvoir estimer le temps, il va falloir se baser sur l'expérience de personnes qui ont réalisé ces travaux dans différents contextes, dans différents projets, pour pouvoir vous orienter. Et eux-mêmes se basent sur différentes techniques. On parle de l'estimation par analogie, l'estimation paramétrique, l'estimation à 3 points, les techniques de prise de décision et les analyses de réserve. Nous allons détailler ces techniques parce que beaucoup de questions à l'examen de certification sont posées sur ces techniques. Je rappelle qu'à la fin, on doit obtenir une estimation de la durée de chacune des activités et éventuellement une mise à jour de documentation des documents de projet. Commençons par les estimations par analogie. Les estimations par analogie mobilisent obligatoirement un historique. Vous ne pouvez pas dire « j'ai une activité qui s'appelle creuser des tranchées sur 1 km et je dois estimer le temps nécessaire. Si je n'ai pas d'historique, si je n'ai pas déjà effectué cette activité dans différents projets, je ne pourrai pas estimer le temps. Donc, les informations historiques sont nécessaires pour n'importe quelle estimation par projet. Sauf que, quand je dis creuser une tranchée, c'est une activité dans un projet. On fait rarement une estimation par analogie au niveau détaillé, au niveau des activités. On le fait généralement au niveau global du projet. Donc, je compare, j'estime le temps d'un projet par rapport à un autre. Je suis sur un projet de développement informatique qui consiste à mettre en place un ERP dans une entreprise. Eh bien, je vais estimer le temps global de ce projet-là par rapport à d'autres projets que j'ai effectués qui sont similaires. Donc, l'estimation par analogie se pratique généralement au niveau global du projet, mais pas au niveau détaillé parce que le niveau de précision
et n'est pas très fort. Maintenant, au niveau global, le niveau de précision dépend également du degré de ressemblance. Si le projet avec lequel auquel on se réfère, elle est très loin du projet que nous sommes en train d'estimer, eh bien, l'estimation va être complètement biaisée. L'estimation paramétrique, elle, par contre, elle s'intéresse plus aux détails et non pas au projet dans sa globalité. Il pourrait être également utilisé sur l'ensemble du projet, mais on va l'utiliser beaucoup plus parce qu'il est praticable au niveau détaillé. Donc, cette méthode, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise généralement un ratio ou un paramètre. C'est pour ça qu'on l'appelle estimation paramétrique. Par exemple, quand je dois estimer le temps nécessaire pour faire du carrelage dans un bâtiment, je dois me baser sur le temps que prend le mètre carré. Si le mètre carré me prend une demi-heure, eh bien, c'est ça mon paramètre. Et en me basant sur une demi-heure le mètre carré, j'ai une surface de 1000 mètres carrés, ça me fait 500 heures de travail. Le niveau de précision, il est beaucoup plus élevé à ce niveau-là, parce que ce ratio-là a été également calculé sur la base d'un historique. On a fait des dizaines de projets et sur la moyenne, on a trouvé que ça nous prend une demi-heure pour carreler un mètre carré de surface. Donc, ce ratio, il peut être assez précis dans les estimations des activités qui pourraient être des activités à estimer dans un projet. Troisième caractéristique des estimations paramétriques, c'est que ça prend aussi la forme de ce qu'on appelle les règles heuristiques. Faites attention, parce que cette notion de règle heuristique revient dans les questions de certification, mais elle est un peu différente du ratio du paramètre. Le ratio paramètre, on peut parler mètre carré, mètre linéaire, ligne de code, différents paramètres qu'on pourrait avoir. Mais ici, on a une logique un peu différente. Dans certains projets, on pourrait décomposer le cycle de vie d'un projet en phase de analyse des besoins, conception, développement, mise en œuvre, etc. Et à ce niveau-là, on pourrait se mettre d'accord de manière conventionnelle entre équipes, entre membres de l'équipe, que la conception ne devrait pas dépasser 10% du temps global d'un projet. Donc, quand je prends un projet de 6 mois, je calcule 10% et je dis 10%, je vais la consacrer à la conception. Pareil, dans d'autres domaines, je pourrais dire j'ai un projet de 12 mois qui consiste à faire la construction d'un bâtiment. Eh bien, je dis je ne dois pas excéder 5% pour les démarches administratives. Ça, c'est une règle heuristique, qui est une règle définie en interne par les membres de l'équipe sur laquelle on va se baser pour faire nos estimations. J'arrive maintenant à l'estimation, à la technique d'estimation à 3 points. Mais avant de l'expliquer, je voudrais revenir sur une technique qui est complètement déconseillée par le PMI, qui est l'estimation à 1 point. Quand vous avez un certain nombre de personnes dans votre équipe, et vous les interrogez sur le temps nécessaire pour exécuter des activités. Eh bien, chaque membre de l'équipe, quand vous lui dites combien de temps est nécessaire pour telle activité, en vous répondant, il rajoute souvent une marge de sécurité. Donc, quand ça lui prend 3 jours, il va vous dire 4 jours. Et quand vous interrogez un autre membre sur une autre activité, pour lui, ça prend 10 jours, il va vous dire 12 jours. Et ainsi de suite. À la fin, vous vous retrouvez avec une surestimation de chacune des activités. Quand vous les additionnez, vous avez une surestimation de l'ensemble du projet qui correspond à un gaspillage de temps énorme. Maintenant, cette surestimation n'a pas que cet inconvénient de gaspiller le temps, mais elle a un autre inconvénient, c'est que ça cache des informations sur les risques. Si un membre de l'équipe, il a rajouté une journée supplémentaire dans l'estimation, et un autre, il a rajouté 5 jours il a surestimé de 5 jours supplémentaires. Cela cache une information essentielle. C'est que pour le deuxième intervenant, s'il a pris 5 jours, c'est parce qu'il a beaucoup d'incertitudes. Il a beaucoup éventuellement de risques.
Et c'est pour ça qu'il a rajouté 5 jours de marge de sécurité pour pouvoir pallier aux incertitudes, pallier aux risques. Alors que celui qui a rajouté une journée, parce que voilà, il considère que son activité ne présente pas énormément d'incertitudes et de risques, et c'est pour ça qu'il s'est permis de rajouter seulement une journée de marge. Bref, pour le chef de projet, quand vous êtes dans une estimation one point estimating, estimation à un seul point, eh bien, cette information, elle est opaque. Vous ne la voyez pas parce que chacun, il la garde pour lui et il ne vous communique que l'estimation de l'activité. C'est très handicapant pour le chef de projet. Donc, l'estimation à un seul point, elle est complètement déconseillée et elle est remplacée par une estimation à 3 points. En quoi consiste l'estimation à 3 points? C'est que on va reprendre le même exemple de tout à l'heure, mais cette fois-ci, au lieu d'interroger un membre de l'équipe, de lui dire combien ça vous prendrait de temps pour faire telle activité, vous allez lui poser la question différemment. Vous lui dites, donnez-moi 3 scénarios de temps nécessaires pour faire votre activité. Dites-moi, quand on est optimiste, ça prendra combien de temps si tout va bien? Si on a tous les problèmes du monde, ça prendra combien de temps? Et normalement, ça prendrait combien de temps de manière modérée? Eh bien, il va vous dire, par exemple, écoutez, si tout se passe bien, ça peut se faire en 2 jours. Maintenant, tous les risques auxquels je pense, si ça se présente, eh bien, ça peut aller jusqu'à 8 jours. Mais normalement, si on a une logique modérée des risques, eh bien, ça pourrait se faire en 5 jours. Là, j'ai pris 3 scénarios. Et ces 3 scénarios me donnent déjà une sorte d'intervalle, d'écart entre l'optimiste et le pessimiste. Et cet écart-là me donne une information importante. Il me donne une indication sur les risques. Plus j'ai l'écart important, s'il me dit de manière optimiste c'est 2 jours et de manière pessimiste c'est 10 jours, j'ai un écart de 8 jours. 8 jours, ça montre une grande incertitude sur cette activité-là et donc un risque beaucoup plus élevé. Mais s'il me dit, voilà, optimiste, de manière optimiste, c'est 2 jours et de manière pessimiste, c'est 3 jours maximum, ça ne pourrait pas excéder 3 jours, eh bien, je considère qu'un écart d'une journée veut dire que cette activité n'est pas exposée à énormément d'incertitudes et de risques. Pour cela, on mobilise 2 méthodes parce qu'à la fin, on va pas établir notre planification, notre échéancier sur la base de 3 chiffres, l'optimiste, le modéré et le pessimiste. On a besoin d'un seul chiffre. Il va falloir les combiner et obtenir un seul chiffre. Pour les combiner, on a 2 méthodes possibles. Soit on fait la moyenne normale, ce qu'on appelle la moyenne triangulaire, soit on fait une moyenne pondérée, et ce qu'on va appeler aussi distribution bêta. Donc on a la distribution triangulaire ou distribution bêta. La distribution bêta est une distribution qui se base sur un coefficient de pondération. Nous voyons dans ces formules que pour l'estimation bêta, on utilise un coefficient 4. Donc le pessimiste, P, plus 4M plus O divisé par 6. Par exemple, quelqu'un vous dit le scénario pessimiste, ça prend 2 jours, le scénario modéré, ça prend 3 jours, et le scénario optimiste, ça prend 5 jours, eh bien, on va faire 2 plus 4 fois 3, ça fait 12, plus 2, ça fait 14, plus 5, ça fait 19. Et le résultat, je le divise par 6, je vais obtenir 3, quelque chose, et ces 3, ça correspondrait à l'estimation que je recherche. Donc, j'ai finalement une seule valeur. L'écart type, c'est le pessimiste moins l'optimiste divisé par 6. Donc, je prends les 5 jours, moins les 2 jours, ça me donne 3 jours, je divise par 6, ça me donne 0,5. Donc, j'ai un écart type de 0,5 qui me donne une indication sur l'incertitude ou le risque. Pour récapituler tout ça, examinons les données de ce tableau. Nous avons des activités A, B, C, D. Nous avons des scénarios pessimistes, modérés, optimistes. À partir de là, on calcule une durée estimée. Ici, on se base sur la distribution bêta, c'est-à-dire un coefficient 4 pour le modéré, coefficient 1 pour le pessimiste, coefficient 1 pour l'optimiste. On dégage un écart type standard qui se calcule sur la base de P moins O, le pessimiste moins l'optimiste. Dans le cas de l'activité A, c'est 47 moins 14, que je divise par 6, ça me donne un écart type standard de 5,5. Et j'utilise cet écart type standard pour définir une sorte d'intervalle d'estimation. Donc,
la durée estimée qui est de 28, moins 5,5, ça donne 22,67, plus 5,5, ça donne 33,67 et ça définit les limites de l'intervalle. Donc, l'activité A pourrait se dérouler dans un intervalle de 22 et 33 jours. En regardant l'ensemble de ces activités-là, on pourrait se poser quelle activité qui comporte le plus de risques. À votre avis, ce serait quelle activité? Eh bien, on voit bien que l'activité B, c'est l'activité qui présente le plus de risques avec un écart type standard de 8, comparé aux autres qui sont 5,5, 1,5, 2,17. Et donc, c'est l'activité B qui comporte le plus de risques et d'incertitudes. Passons maintenant au dernier processus de planification par rapport à l'échéancier, qui est élaborer l'échéancier. Donc là, on arrive à un processus qui se base sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour sortir finalement ce document essentiel pour commencer l'exécution, qui est élaborer l'échéancier. Élaborer l'échéancier, c'est élaborer le modèle de l'échéancier du projet. On parle de modèle parce que l'échéancier va vivre au rythme de plusieurs modifications au fil du temps. Quand on exécute des travaux, il y a des choses à replanifier, il y a des choses à retarder, il y a des choses à avancer. Et donc, on a un modèle au départ à partir duquel on va apporter sur lequel on va apporter des changements. Donc, c'est élaborer le modèle de l'échéancier du projet à partir de l'analyse des séquences d'activités, ce qu'on a fait précédemment, des durées qu'on a estimées, des besoins en ressources qui vont être déterminés dans le cadre d'un autre domaine de connaissances et des contraintes de l'échéancier qui pourraient être exprimées justement par les différentes ressources. Regardez ici, l'élaboration de l'échéancier est sans doute le processus qui mobilise le plus d'input avec 13 données d'entrée. Il mobilise également beaucoup de techniques. On a 8 techniques à mobiliser. Et nous allons également à ce niveau-là nous attarder sur chacune des techniques parce que ces techniques reviennent assez souvent à l'examen de certification. Donc on va voir les techniques une à une, mais avant de les détailler, je rappelle que ce qu'on doit obtenir à la fin, c'est notre référence de base de l'échéancier. C'est l'échéancier qui va constituer la référence de base entre moi, chef de projet, et les différentes parties prenantes. Donc on aura l'échéancier du projet, les données sur l'échéancier, le calendrier du projet et éventuellement des mises à jour et sur le plan du management de projet ou sur d'autres documents du projet. Commençons par maintenant les techniques qui nous permettent d'élaborer cet échéancier. La première technique, c'est l'analyse du diagramme réseau. Donc, on doit prendre toutes les activités et les illustrer sous forme de diagramme. Ce que vous avez à l'écran, c'est un formalisme largement utilisé de manière classique depuis très longtemps par les chefs de projet, mais également dans d'autres domaines comme le domaine de la gestion de production. Nous avons ici un tableau qui reprend 5 activités: installation, fondation, gros œuvre, travaux techniques et finition, avec une estimation de durée, 10, 20, 7, 5 et 20 jours. En représentant ces activités-là et en nous basant sur les liens de dépendance entre les différentes activités, on pourrait dessiner le réseau qui s'affiche sur l'écran. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en analysant ce diagramme? On va essayer de travailler dessus pour obtenir la première chose, c'est le chemin critique. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le chemin critique, mais comment on le calcule. Premièrement, vous avez pour chaque activité un certain nombre de cases à remplir. La première case qui comporte le chiffre 1 et correspond seulement à une numérotation. Donc vous avez 1 pour l'installation, 2 pour la fondation, 3 pour les grosses œuvres, et ainsi de suite. Donc ce n'est qu'une numérotation. En bas, vous avez l'estimation que nous avons définie pour chacune des activités, 10 jours, 20 jours, 7 jours, etc. Et ce que je viens d'ajouter, c'est le 0 qui correspond à la date de début éventuelle de la première activité qui est l'installation. Si on commence le jour 0, eh bien on va terminer au plus tôt quel jour? On va terminer le jour 10. Donc 0 plus 10 égale 10. Le 10 qu'on a obtenu ici dans la date de fin d'installation va correspondre à la date de début de l'activité qui suit, qui est la fondation. Donc ça va être 10. 10 plus 20, ça nous donne 30. Donc les fondations devraient se terminer au 30e jour. Le 30 va
correspondre à la date de début des grosses œuvres et des travaux techniques. Donc 30 plus 7 pour les grosses œuvres se termineront le 37e jour et les travaux techniques vont se terminer le 35e jour. On arrive aux finitions. Les finitions, ils ont deux prédécesseurs, les grosses œuvres et les travaux techniques. Quelle serait la date de début qu'on va prendre pour les finitions? Est-ce que ça va être 37 ou 35? Bien naturellement, on va prendre 37 parce que c'est la date la plus tardive et qui nous garantit que les travaux techniques aussi sont terminés. Donc les finitions vont commencer le 37e jour, plus 20 jours que ça prend, ça correspond à 57 jours. Donc première chose qu'on a pu établir grâce à l'analyse de ce diagramme, c'est que ce projet-là pourrait se faire en 57 jours. Maintenant, deuxième information importante, c'est le chemin critique. Qu'est-ce qu'on entend par le chemin critique? Le chemin critique, c'est le chemin qui correspond au chemin le plus long, mais également le chemin dont les activités n'ont pas de marge. Et je vais revenir sur cette notion de marge pour l'expliquer. Mais là, tout de suite, quand vous observez ce diagramme, nous avons seulement deux chemins. C'est l'activité 1, 2, 3 et 5 ou l'activité 1, 2, 4, 5. Quel est le chemin le plus long? C'est le premier chemin 1, 2, 3, 5 parce que ça passe par 37 jours alors que le deuxième il passe par 35 jours. Nous allons voir maintenant la méthode de compte à rebours pour pouvoir définir les marges libres pour chaque activité. La marge libre pour la dernière activité qui est fondation, si on considère que la date de fin au plus tard, c'est le 57e jour, eh bien 57 moins 20 égale 37. La marge libre serait la comparaison entre 37 qui est la date de début au plus tard et 37 qui est la date de début au plus tôt pour constater qu'il n'y a pas de différence et donc on a une marge libre de 0. Il y a pratiquement pas de marge sur l'activité de finition. Je continue le chemin inverse. Le 37 qu'on a obtenu comme date de début de finition va être la date de fin des grosses œuvres et la date de fin des travaux techniques. Donc 37 moins 7, ça donne 30 jours pour les grosses œuvres et 37 moins 5 pour les travaux techniques, ça donne 32 jours. Je prends entre 30 et 32 la valeur la plus faible qui est de 30 jours qui va correspondre aux fondations. Donc 30 moins 20, 10 et 10 devient la date de fin pour les installations et 10 moins 10 égale 0. Maintenant, vous allez comparer les dates de début au plus tôt avec les dates de fin au plus tôt. Donc la case supérieure avec la case inférieure. Et à chaque fois que vous trouvez que c'est la même valeur, on dit qu'on a une marge libre 0, une marge libre nulle. Quand on dit qu'on a une marge libre nulle, si on veut réexprimer ça en langage quotidien, c'est comme si quelqu'un il vous dit les fondations ils doivent commencer au plus tôt le jour 10 et au plus tard le jour 10. Est-ce que celui qui vous énonce les choses de cette manière, il vous a laissé une marge? Non. Au plus tôt le jour 10, au plus tard le jour 10, ça veut dire qu'il vous a laissé aucune marge. Mais quand vous regardez les travaux techniques, on peut exprimer ça de manière différente en disant vous pouvez commencer au plus tôt le jour 30, au plus tard le jour 32. Est-ce qu'il vous a laissé une marge? Oui, il nous a laissé, soit on commence le 30, le 31 ou le 32, donc il nous a laissé 2 jours de marge libre. Eh bien, quelle exploitation pourrait être faite par le chef de projet de cette marge libre? Quand vous avez le chemin critique, vous avez des activités critiques, ça veut dire quoi une activité critique? Tout changement de sa durée ou de sa date de début ou de sa date de fin va impacter l'ensemble du projet. Va impacter bien évidemment si la date de fin change, la date de début du successeur va changer, et ainsi de suite, et éventuellement ça va impacter la date de fin de projet, ce qui présente un problème pour le chef de projet, pour le management de projet. Donc, on a intérêt, quand on voit des tâches qui sont critiques ou des activités qui sont critiques avec 0 marge libre, à se concentrer sur ces activités critiques, surtout quand ils sont en parallèle avec d'autres activités non critiques. Par exemple, dans ce diagramme, on voit en parallèle les grosses œuvres et les travaux techniques. Eh bien, les grosses œuvres sont une activité critique,
contrairement aux travaux techniques qui ne le sont pas. Quand je veux démarrer les grosses œuvres, même si je peux les démarrer en même temps que les travaux techniques, c'est ce que je ne vais pas faire en tant que chef de projet. Je vais d'abord démarrer les grosses œuvres parce que c'est critique. Je ne dois pas me permettre de rater la fin, qui était à 37 jours. Et peut-être une fois je me suis assuré d'un bon lancement des grosses œuvres, je vais revenir vers les travaux techniques et les lancer tranquillement un jour plus tard ou 2 jours plus tard parce que j'ai 2 jours de marche libre. C'est ça la méthode de chemin critique et c'est ça l'analyse ou l'exploitation que je pourrais faire des données qui ressortent de cette méthode. Maintenant, on va voir la compression de l'échéancier. Quand on a fait ce calcul et on s'est retrouvé avec 57 jours et le client nous a dit que ce projet-là doit se terminer en 50 jours. Il va falloir compresser l'échéancier pour pouvoir s'aligner avec les exigences du client. Alors la compression, comment il pourrait se faire? Il pourrait se faire selon 2 techniques, soit en compressant les délais, soit en accélérant des activités en adoptant la technique de l'accélération par chevauchement. C'est-à-dire que 2 activités qui étaient initialement l'une après l'autre, on va les chevaucher pour pouvoir accélérer. Mais attention, les 2 comportent des risques. La compression des délais qui pourrait se faire en augmentant les ressources, une activité qui prend 4 jours, vous voulez la compresser à 2 jours. Cela ne peut se faire que de 2 manières, en rajoutant des ressources supplémentaires ou en faisant travailler les ressources actuelles en heures supplémentaires. Les 2 comportent une augmentation de coûts. Donc, l'inconvénient de la compression des délais pourrait être éventuellement des coûts supplémentaires engendrés. La deuxième technique, qui est l'accélération par chevauchement, ne provoque pas forcément de coûts supplémentaires. Mais quand je fais chevaucher 2 activités qui étaient initialement vues dans une logique chronologique fin-début, je dis je vais quand même les chevaucher, ça crée forcément un risque. Des risques qui sont liés à la nature de ces activités-là. À la fin, on va voir l'optimisation des ressources. C'est que quand vous commencez à planifier, à élaborer votre échéancier, à un certain moment, vous allez commencer à affecter les ressources sur cet échéancier-là. Eh bien, l'affectation des ressources pourrait engendrer parfois des pics de ressources qui ne correspondent pas à votre capacité. Et si ces pics de ressources qui ne correspondent pas à votre capacité devient une forte contrainte, eh bien vous allez devoir lisser ou niveler. Le lissage, nous allons le voir, c'est une façon d'équilibrer les ressources sans changer la date de fin de projet. Et le nivellement, c'est descendre au niveau des ressources pour pouvoir, bien évidemment, vous aligner à votre capacité limitée, mais cela implique éventuellement le dépassement de la date de fin de projet. Regardons cet exemple. Ça va mieux illustrer la différence entre le lissage et le nivellement. Regardez ici, nous avons un certain nombre d'activités de projet. Codage de module 1, module 2, module 3, module 4. Le module 1 nécessite l'intervention de 3 programmeurs, module 2, 4 programmeurs, module 3, 2 programmeurs et module 4, 2 autres programmeurs. Eh bien, quand vous regardez le moment où on démarre le codage de ces différents modules, prenons par exemple le jour 5, vous allez être à un cumul de 7 programmeurs. Le jour 6, 7 programmeurs. C'est le total. 3 plus 2, ça nous fait 7. Eh bien, à un certain moment, il va falloir illustrer ça avec une courbe. Cette courbe, c'est celle-ci. Et elle correspond, regardez, vous avez du jour 5 jusqu'au jour 9, une charge de 7 programmeurs qui doivent être disponibles et travailler à plein temps en même temps sur le projet. Et quand on arrive au jour 9, donc de 9 à 10 et de 10 à 11, ça redescend à seulement 3 programmeurs. Et puis, ça remonte, parce que le module 2 nécessite 4 programmeurs, ça remonte à 4. Et cette courbe-là, quand on la voit, quand on essaie de l'analyser, on se dit, cette courbe n'est pas très équilibrée. Comment est-ce que je peux gérer une équipe qui tantôt fait travailler 7 programmeurs et tantôt il fait travailler 3 et puis 4, etc. Donc,
c'est pas très équilibré comme courbe dans le temps et c'est pas très convenable pour le chef de projet qui gère des équipes. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire sur la planification, sur l'échéancier ou sur mon diagramme de Gantt et qui pourrait impacter positivement cette courbe de charge? Oui, en déplaçant éventuellement une des activités de codage quelque part, sans bien évidemment casser les liens de dépendance entre les activités ni décaler la fin de projet, eh bien je pourrais le faire en déplaçant le module 4 un peu plus tard. Et ça donne une nouvelle configuration. Regardez, on obtient le module 4 qui démarre au jour 9, on obtient ce graphique-là de ressources qui est un graphique beaucoup plus équilibré que tout à l'heure. Nous voyons une stabilité des ressources à 5 programmeurs pendant du jour 5 jusqu'au jour 11, puis ça remonte un petit peu jusqu'à 6 programmeurs et puis ça redescend à 4. Donc, comparé à la courbe précédente, on est sur une courbe qui est beaucoup plus équilibrée. Maintenant, si on vous a dit que vous ne disposez pas justement de 6 programmeurs, donc ce petit pic que vous avez de plus, ça présente un problème. C'est que dans l'équipe, on n'a que 5 programmeurs. Donc on trace une limite des ressources et cette limite-là, on va la placer au niveau de 5 programmeurs et on se dit comment faire pour respecter notre capacité. Eh bien, je regarde la planification, je me dis, il n'y a pas de solution, sauf de décaler une activité un peu plus tard. Et donc, on ne va plus respecter la date de fin de projet qui était initialement calculée à 17. Eh bien, on va décaler de 2 jours. Et ce 2 jours-là, ça va nous permettre de rééquilibrer la charge tout en descendant au niveau des ressources. Cette technique s'appellera nivellement, leveling. C'est parce qu'on descend justement au niveau des ressources qui nous a été fixé comme capacité de notre équipe. Finalement, des techniques de modélisation. Bien évidemment, tout ça pourrait engendrer plusieurs éventualités, plusieurs questions. Donc, on doit analyser des éventualités en nous posant la question what if? Que se produira-t-il si la situation présentée par le scénario X survenait? Et ça, c'est la technique d'analyse des éventualités. Donc, je dois me poser un certain nombre de questions what if, qu'est-ce qui va se passer, et avoir des réponses pour pouvoir pallier à ces éventualités. Deuxième technique, c'est la technique de simulation, de Monte Carlo, qui est une technique très connue en management de projet ou ailleurs. Mais ce que vous devez retenir dans cette technique, c'est une technique de simulation. Il requiert le calcul de nombreuses durées de projet à partir de différentes hypothèses sur les activités en utilisant généralement l'estimation à 3 points. Donc la technique de Monte Carlo, retenez bien, c'est une technique de simulation qui se fait souvent à l'aide de logiciels et en se basant sur la technique des 3 points. Le dernier processus, c'est maîtriser l'échéancier. Consiste à maîtriser l'état des activités du projet dans le but de mettre à jour l'avancement du projet et de gérer les modifications affectant la référence de base de l'échéancier. Donc pour cela, nous mobilisons des inputs dont une grande majorité proviennent des processus que nous avons vus précédemment. On va se baser sur des techniques de revue de performance, on va se baser sur un logiciel de gestion de projet qui pourrait servir de base de données dans laquelle on a mis toutes les données relatives à nos estimations, au temps, au budget, etc. Et des techniques d'optimisation de ressources comme on vient de le voir tout à l'heure. Si bien évidemment on a fini la planification, en rentrant dans l'exécution, on retrouve de nouvelles contraintes de ressources, et bien réappliquer les techniques d'optimisation, des techniques de modélisation également comme on les avait vues précédemment, les décalages avec avance et retard, la compression de l'échéancier et se baser encore une fois sur le Project Management Information System, le système d'information que vous adoptez au sein de votre organisation pour pouvoir pratiquer tout ça. Donc, les mêmes techniques qu'on a vues durant l'élaboration de l'échéancier pourraient se pratiquer également dans la maîtrise de l'échéancier. L'output principal, c'est les informations sur la performance de travail, les prévisions de l'échéancier, les demandes de modification et puis des mises à jour. Les mises à jour, que ce soit sur le plan de management de projet, les documents de projet, les actifs organisationnels, etc. Avec ça, on arrive à la fin de ce chapitre. C'est un chapitre
qui est relativement lent parce qu'il est très riche d'un ensemble de techniques et d'outils. Ces techniques et outils constituent une grande partie des questions qui sont posées à l'examen de certification. Donc, revenez sur ces outils et techniques en les pratiquant sous forme d'exercice. Je vous recommande, je vous conseille de reprendre la technique du réseau des tâches pour calculer le chemin critique parce que beaucoup de questions vont se poser là-dessus. Vous devez avoir le réflexe de calcul rapide pour ne pas se tromper. Bien évidemment, les questions à l'examen restent toujours des questions à choix unique, mais vous perdez beaucoup de temps si vous n'avez pas le réflexe de dessiner un réseau très rapidement, de faire les calculs des marges libres, de calcul de chemin critique, de calcul de la durée du projet, etc. Faites attention aussi aux techniques d'optimisation et aux techniques de compression. Beaucoup de questions se posent sur les techniques de compression. Je vous souhaite une excellente préparation. Je vous donne rendez-vous au chapitre 6 qui va porter sur le management des coûts. À bientôt.